George vient soudain de décider qu'il était temps de mettre un terme au comportement stupide de sa femme Laura. Comportement totalement dénué de sens. Laura, arrête de boire, s'il te plaît. Laura tourne la tête vers lui. Son teint pâle et ses cheveux blonds emmêlés lui donnent l'air d'un canari décoloré. Sans l'entendre, Laura continue de boire son verre de whisky. Laura, je crois bien que tu ne m'aimes plus. Si tu t'ennuies tant que ça, au lieu de boire, pourquoi est-ce que tu ne relis pas un de mes romans ou un livre quelconque? Tiens, en voici un qui va te divertir un peu. Ce sont des documents criminels authentiques. Celui-là parle de l'affaire de Verne. Tu te souviens? Les assassinats à la hache. Tu n'as jamais rien lu sur le sujet, Laura, n'est-ce pas? Alors attends, je te raconte l'histoire. Le Verne est un pauvre ouvrier d'une fabrique de conserve, 50 ans environ. Il devient subitement enragé. Toute sa vie, ça a été un type doux et gentil, mais voilà que soudainement, il prend une hache, tue sa femme, puis monte au premier étage où dorment sa belle-mère et ses 2 enfants, et il les tue également. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est l'opinion de l'auteur du bouquin. Comment se fait-il, c'est ça la question qu'il pose, comment se fait-il qu'un homme respecté de son entourage, bon époux et bon père, puisse se changer soudain en démon meurtrier? Tu ne vois pas de raison à ça, évidemment. Eh bien, moi, si. Je me suis d'ailleurs fondé sur cette affaire pour un de mes livres. De Verne avait des mobiles à revendre, vois-tu. J'arrive d'ailleurs avec cette question de mobile à quelque chose d'intéressant. Tout le monde connaît le vieil adage « Trouvez le mobile et vous aurez l'assassin ». Laura, arrête de boire. Tu sais que tu es en train de devenir alcoolique? Tu ne peux pas te contrôler, hein. Moi, je l'ai fait, tu te souviens? Tu te souviens, il y a 3 mois, quand il me fallait mon verre avant le petit déjeuner, je tombais dans l'ivrognerie. Dès que je m'en suis aperçu, j'ai stoppé. Laura, tu sais ce qui m'a fait arrêter de boire? Je vais te le dire. Quand j'avais réellement mon compte, je perdais le contrôle de ma volonté, de ma conscience. Je me réveillais avec la gueule de bois, sachant que j'avais fait certaines choses, mais sans avoir le moindre souvenir de ce que j'avais fait. Tu te rappelles, il y a 3 mois, quand j'ai eu la main cassée, ça a dû être dans une bagarre, j'ai peut-être blessé quelqu'un. Ou j'ai pu frapper du poing contre un mur sans m'en rendre compte. Je ne me souvenais de rien. Et il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi moi, j'ai cessé de boire. Laura se verse un autre verre de whisky et l'avale goulûment. Elle regarde dans l'âtre le feu. Sa bouche tremble un peu, sans plus. Laura, tu m'écoutes? Elle fait signe que oui, d'un air triste. Laura, je vais te dire quelque chose qui devrait exciter ta sensibilité. D'abord, quelle heure est-il? 2 heures du matin. Oui. Sais-tu ce que j'ai fait ce soir, Laura, quand je suis sorti à 9 heures? Eh bien, je suis sorti et j'ai tué un homme. Si. Tu sais pourquoi je t'en parle, Laura? En dehors de vouloir te distraire un peu. D'abord parce que tu n'y crois pas. Ensuite parce que, même si tu y croyais, tu ne le dirais à personne. Parce qu'une femme ne peut pas témoigner contre son mari. Oui, Laura. Je suis sorti à 9 heures ce soir et j'ai tué un homme. Je suis rentré à 10 heures. Ça m'a pris moins d'1 heure, tu te rends compte? Quand je suis sorti, j'ai commencé par marcher sans but précis. Ce que je savais, c'est que j'allais tuer la première personne, homme ou femme, que je rencontrerais. J'ai passé le croisement, puis j'ai pris le sentier qui passe derrière les pavillons de Rainbow, en bordure du lac. Avec cette pluie, il n'y avait personne. Finalement, j'ai vu ce type qui descendait le sentier. Laura, arrête de boire! Laura essaie de se mettre debout, mais son ivresse la fait s'effondrer sur son fauteuil.
Ça n'est pas un sujet de roman que je suis en train d'imaginer, Laura. Je l'ai fait. Et sais-tu qui j'ai tué, Laura? Non? Eh bien, moi non plus. Je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est ça le point important, tu vois ce que je veux dire? Tuer quelqu'un sans aucun mobile, ni jalousie, ni haine, ni argent, ni intérêt. Et ce n'est pas non plus la folie qui m'a dicté mon acte, même si, comme il est probable, tu préférerais que je sois fou. Laura ne semble pas très passionnée par ce que lui raconte son mari. Laura boit. Pour oublier, certainement, mais oublier quoi? Et pourquoi Georges insiste-t-il ainsi? A-t-il vraiment, comme il le prétend, commis un crime? Laura et Georges ne s'aiment plus. Le couple vit isolé dans un petit village de montagne. Georges est auteur de romans policiers et sa femme Laura, qui s'ennuie à mourir, s'est mise à boire depuis un certain temps. Georges lui reproche son alcoolisme. Il a failli sombrer lui-même d'ailleurs voici quelques mois, mais il s'est repris de justesse. Ce soir, pour la distraire, vers 2 heures du matin, il lui raconte que dans la soirée, il a commis un crime. Un crime sans mobile, sans motif, pour le seul plaisir de tuer. J'adore les excentricités, Laura. Je trouve ce mot plus juste, mieux adapté que le mot folie. En tout cas, voilà un meurtre sans témoin, sans indice, sans mobile. Un meurtre rare, Laura. Rien n'est banal quand on le fait soi-même la première fois à titre d'expérience. C'est un peu comme l'amour. L'amour, Laura. Tu te rappelles? Arrête de boire, Laura. Et te voilà maintenant avec mon meurtre sur la conscience, Laura. Ta sécurité est menacée. Qu'arriverait-il si j'étais pris? Non, bien sûr, ça n'arrivera pas. Je vois que tu ne crois pas ce que je te raconte, hein? Tu y croiras quand la radio ou la télévision le relateront. C'est probable. Laura serre sa robe de chambre autour de sa taille et reprend la bouteille de whisky. Sa main tremble et elle fait tomber de l'alcool sur le devant de son peignoir. Vois-tu, Laura, cet homme était pour moi, et il l'est toujours d'ailleurs, un parfait étranger. Comme moi pour lui. Écoute bien. J'ai marché derrière lui après qu'il m'eut dépassé dans le sentier. Je me suis caché dans les buissons et je l'ai frappé à la tête avec une pierre. Il est tombé la tête en avant dans la boue. Je l'ai frappé encore plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit mort. J'ai jeté la pierre dans le lac et la pluie a lavé toutes les traces. Ah, Laura, cesse de boire, pour l'amour de Dieu! Tu deviens vraiment alcoolique, Laura. Ah, pas d'erreur, tu ne peux pas t'arrêter. Hein. Tu ne peux pas t'arrêter parce que tu ne sais pas pourquoi tu bois. Il faut se comprendre soi-même pour pouvoir se contrôler. Moi, je me comprends. Vois-tu, je trouve ça assez amusant de tuer un homme comme ça, pour rien. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu penses qu'il faudrait avoir une bonne raison pour tuer quelqu'un? Si j'avais tué un homme pour l'amour d'une femme, pour toucher une assurance ou une raison de ce genre, tu me croirais, n'est-ce pas? Mais que je n'ai aucune raison valable, tu ne peux pas comprendre, ma pauvre Laura. D'ailleurs, comment le pourrais-tu? Tu restes là à vautrer et à faire macérer tes petites cellules grises dans l'alcool. Mais moi, je sais pourquoi j'ai tué cet homme il y a quelques heures. Mais mes raisons sont complètement subjectives et personnelles, vois-tu. Je suis donc le seul qui puisse les comprendre.
Laura, tu veux savoir quel était mon mobile? Je vais te le dire. Pour le plaisir. Pour rien d'autre que le plaisir. Parce que je suis honnête avec moi-même. Si on veut faire quelque chose, Laura, si on le veut de toutes ses forces, il faut le faire. Ah, si tu savais, Laura, si tu savais quel soulagement ça peut être d'être honnête avec soi-même. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu tuer quelqu'un. Mais je ne m'en suis pleinement rendu compte qu'en devenant petit à petit un ivrogne. Je buvais en quelque sorte pour oublier cette idée. Et dès que j'en ai été convaincu, j'ai cessé de boire. Je me suis mis à penser au meurtre de n'importe qui. Et de ce jour, je n'ai plus touché à un verre d'alcool. C'est la grande différence entre moi et beaucoup d'autres, Laura. Moi, je me connais, je me comprends. Je suis honnête avec moi-même. Georges allume une cigarette et écoute la nuit en regardant le feu dans la cheminée. Il commence à être un peu las de se parler à lui-même. Il se demande quand l'excitation de la nuit se sera assez dissipée pour qu'il puisse enfin dormir. Soudain, il se dresse brusquement, certain d'avoir somnolé. « Laura !» Laura est toujours assise près de lui, le visage caché dans ses mains. « Laura, as-tu entendu quelque chose ? Il me semble qu'on a claqué une porte de voiture. » « Ah, Laura, on dirait que nous avons de la visite. » Le heurtoir de bois résonne. Georges va à la porte, l'ouvre et sourit au petit homme tout trempé qui se tient sur le seuil. « Tiens, shérif Dobson. Entrez donc, shérif. »« Bonsoir, Madame Martin. »« Bonsoir, Monsieur Martin. » dit-il en entrant. « Eh bien, shérif, quel bon vent vous amène en pleine nuit par ce froid. Shérif, un peu de sherry pour vous réchauffer ? » ?»« Non, merci, Monsieur Martin. Je ne bois pas. »« Des ennuis, shérif ? Une visite si tardive par ce temps a sûrement sa raison. Mais vous nous faites plaisir. Ôtez votre manteau et asseyez-vous près du feu pour vous sécher. »« Nous n'aurons pas le temps, Monsieur Martin. »« Ah bon ? Il y a longtemps que je voulais vous voir, shérif, pour avoir le point de vue du professionnel que vous êtes sur mon dernier livre, L'esprit de meurtre. Voyez-vous, il s'agit d'un shérif de campagne qui... Je l'ai lu, Monsieur Martin, je l'ai lu. C'est une très bonne idée, ce type accusé de meurtre, acquitté, et qui admet ensuite sa culpabilité parce qu'il sait qu'on ne peut pas le juger 2 fois pour le même crime. Seulement, je vais vous dire, Monsieur Martin, le seul type qui paraissait humain dans votre livre, c'est celui qu'on a tué. Merci, shérif. Je le pense aussi, d'ailleurs. À partir de maintenant, j'espère que vous lirez tous mes livres. J'apprécie beaucoup une critique honnête et constructive. Vous êtes certainement capable d'imaginer un tas de moyens de tuer les gens, Monsieur Martin. Oui, shérif. À vrai dire, le meurtre, pour moi, c'est un art. Vous auriez bien dû vous en tenir à la fiction, Monsieur Martin. Soudain, le shérif Dobson sort son calibre 38 et le pointe sur Georges. « Monsieur Martin, je vous arrête. Il vaudrait mieux que vous vous habilliez. Et ne faites surtout pas l'idiot. Mes 2 adjoints m'attendent dans la voiture. »« Allons, shérif. Qui suis-je censé avoir tué ? » « Oh, ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus, Monsieur Martin. Habillez-vous et suivez-moi. » Soudain, Laura sort de sa torpeur et s'écrie. « Est-ce que c'est Jim, shérif ? Dites-moi, est-ce que c'est Jim ?» Le shérif Dobson lui jette un regard embarrassé. « Oui, Madame Martin, c'est Jim. »« Jim ? Mais quel Jim, shérif ?
Monsieur Martin, pourquoi jouer la comédie? Je parle de Jim Foote qui travaille pour Mac Williams au Rainbow. C'est lui qui s'occupait des bateaux. Celui que vous avez frappé à mort avec une pierre ce soir. Oh, voyons, chérie, je n'ai jamais entendu parler de ce Jim Foote. Ne faites pas l'imbécile, monsieur Martin. Ça ne vous servira à rien. Il y a 3 mois, des tas de gens vous ont vu rôder la nuit tombée du côté de la cabane de Jim Foote. Et il y a un autre type qui s'appelle Sloan. Il vous a vu battre Jim dans le chemin derrière la taverne de l'Élan. Il y a 2 mois. Jim a demandé à Sloan de ne rien dire et je crois que personne ne l'a su. À part Jim, bien évidemment, Sloan, vous et votre femme, je suppose. Je crois que Madame Martin a tout de suite su que son ami avait été battu par vous. Mais maintenant, tout le monde sait que vous l'avez tué. Oui. Pense, George, qui en a soudain la nausée. Oui, tout le monde le sait. Même moi. Adossé au mur, il écoute Laura gémir doucement comme un chien blessé. Laura. Laura qui a si bien menti, si bien joué la comédie. Laura qui a été si convaincante dans son rôle de femme fidèle qui s'ennuie. Et dire que pendant tout ce temps-là, elle avait un amant. Jim Foote. George ressent une douleur à la main droite et il considère les cicatrices de son poing fermé. Amnésie alcoolique totale, personnalité multiple, tout cela il le sait, n'est-ce pas? Il sait tout de lui. Enfin, presque. Naturellement, Laura n'a jamais pu dire la vérité à George sur sa main blessée, ni comment cela lui était arrivé. Elle savait, elle l'a dit à Jim, que George, une fois dégrisé, ne se souvenait absolument pas de ce qu'il faisait sous l'influence de l'alcool. Donc elle ne pouvait lui parler de sa jalousie meurtrière. Et quand il a cessé de boire, Laura et Jim ont sans doute espéré qu'il ne se souviendrait jamais plus de rien. Et c'est vrai. George n'a conservé aucun souvenir conscient. Heureusement, ou peut-être malheureusement, l'inconscient n'oublie jamais rien. Tout le monde était au courant de la liaison de votre femme et de Jim Foote, monsieur Martin. George s'habille lentement, s'appliquant à empêcher ses mains de trembler. Le shérif Dobson le surveille du seuil de la porte. Ivre, George a été un homme très différent. Jaloux, haineux, faible, vulnérable. Ivre, il a été soupçonneux, il a suivi, espionné, battu un rival stupide, sur qui il n'aurait même pas craché, étant dégrisé. Ivre, il a aimé Laura passionnément. Dégrisé, il a tué Jim Foote. Il sait pourquoi maintenant. Parce que derrière tout cela, il n'est, lui, qu'un pauvre être humain faible et maladroit, aveugle et sentimental. Oui, sentimental. Il aimait Laura. Il aimait passionnément Laura. Passionnément. Au point de tuer. Lorsqu'on vient le chercher dans sa cellule de condamné à mort pour le mener à la chaise électrique, George demande une bouteille de whisky pour oublier. Pour oublier qu'il a tué. Pour oublier qu'il va mourir.
je suis atteint d'amnésie totale. Mon cher monsieur, si vous étiez atteint d'amnésie totale, vous ne sauriez plus ni marcher, ni parler. Bien, alors, mettons que je sois atteint d'amnésie partielle, docteur. Pour un psychiatre, le docteur Brenner était joliment agité. Il arpentait la pièce de long en large. Voyons, monsieur, vous ne voulez donc pas chercher à connaître votre identité? Non, docteur. Mais tout le monde veut connaître son identité, voyons. Mais pas les gens qui, comme moi, souffrent de véritable amnésie, docteur. Mon avis personnel, monsieur, est que dans les cas d'amnésie, 9 sur 10 des prétendues victimes sont des simulateurs. Cette nuit, vers 2 heures du matin, un agent vous a découvert sur le pont de Neuilly. Vous aviez l'air hébété et vous regardiez fixement le fond de l'eau. Que faisiez-vous donc là? Je suppose que j'étais sur le point de me jeter à l'eau, docteur. Pourquoi, monsieur? Je ne sais pas, docteur, et je ne veux pas le savoir. Il semble que j'avais le choix entre sauter de ce pont ou perdre la mémoire. J'ai préféré perdre la mémoire. Quand l'agent de police vous a demandé votre nom, vous avez répondu que vous l'ignoriez. Alors il a demandé à voir votre portefeuille. Qu'avez-vous fait? Vous l'avez jeté à l'eau. Pourquoi? Apparemment, docteur, je ne voulais pas apprendre qui j'étais. Mais un jour, vous recouvrerez la mémoire, monsieur. Non, docteur. Pas si je résiste. Bien. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire maintenant, monsieur? J'ai l'intention de quitter Paris, docteur, de m'en aller à des milliers de kilomètres d'ici. Je ne veux garder aucun contact avec qui que ce soit qui puisse contribuer à me rendre la mémoire. Comment pensez-vous pouvoir voyager, cher monsieur? Vous n'avez pas d'argent sur vous. En effet, c'était là un point douloureux qui valait d'être pris en considération. Le téléphone placé sur son bureau sonna et le docteur prit l'écouteur. Après avoir écouté parler son interlocuteur, il dit dans l'appareil avec un sourire: « Martin, mais faites-le venir immédiatement. » Qui est-ce, docteur? Vous allez voir, monsieur, vous allez voir. L'homme qui entra quelques minutes plus tard était âgé d'une 60aine d'années et avait un peu l'aspect d'un épagnol. « Robert !» s'écria-t-il. « C'est donc vous, Robert. Oh, je pensais bien vous avoir reconnu d'après la description que m'avait faite la police. » Robert, mon Dieu, quel nom révoltant. Je ne peux m'empêcher de demander... Robert, c'est mon nom de famille ou mon prénom? Votre prénom, votre nom de famille... Non, non. Non, je ne veux pas le savoir. Docteur, ce monsieur est Robert Ballard. Je suis son conseil et son homme d'affaires. Mon homme d'affaires? Je décidai de donner un léger coup de sonde dans le passé. Dites-moi, Martin, ai-je de l'argent? Mais bien sûr, Robert, vous êtes très riche. Docteur, je vais ramener monsieur Ballard chez lui. Je veillerai à ce qu'il reçoive les meilleurs soins des meilleurs médecins. Mais je ne veux pas rentrer chez moi, Martin. Je ne veux pas des meilleurs médecins, je veux simplement de l'argent et quitter Paris. Je vous ferai savoir par la suite où m'envoyer d'autres fonds. Avez-vous un chèque en blanc sur vous? Je crois que 10 000 francs devraient me suffire pour le moment. J'ai votre procuration légale, dit Martin. Mais j'ai le regret de vous dire que je devrais faire opposition sur tous les chèques que vous pourriez signer dorénavant, cher Robert. Pourquoi? Uniquement dans le but de vous protéger contre vous-même, mon cher Robert. Voyez-vous, si vous êtes réellement atteint d'amnésie, eh bien, pour toute opération financière, aux yeux de la loi, vous êtes, comment dire, un incapable. Un incapable? Vous êtes licencié, Martin. Allons, Robert. Dans votre état, vous ne pouvez pas non plus me congédier. Je ne sais pas quelle est exactement la procédure, mais je crois que le tribunal m'instituera votre conseil judiciaire jusqu'au moment où vous aurez recouvré la mémoire ou jusqu'à ce qu'on puisse prouver que vous êtes mentalement et émotivement responsable de vos actes. De quoi vous souvenez-vous au juste, Robert? De rien. De rien.
Vous avez besoin de détente après un tel choc, mon cher Robert. Je vous conseille de vous reposer pendant quelques jours. Je suis sûr que Francis saura parfaitement s'organiser et faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Qui est Francis? Mais c'est votre valet de chambre, Robert. Bien. Si le docteur Brenner le permet, je vais maintenant vous reconduire chez vous. Martin me conduisit en voiture en longeant le bois de Boulogne jusqu'à Neuilly. Bientôt, nous nous arrêtâmes devant un imposant hôtel particulier. Une fois entré, Martin me guida vers une vaste pièce dans laquelle se trouvait un domestique occupé à ranger des costumes qui devaient rentrer de chez le teinturier. Ainsi donc, j'étais chez moi. Une fois dans mon élément, allais-je recouvrer la mémoire? On m'a retrouvé à 2 heures du matin sur le pont de Neuilly, prêt à me jeter dans l'eau glacée et complètement amnésique. Chez le médecin où on m'a transporté, un homme se présente comme étant mon homme d'affaires et me raccompagne à mon domicile, un somptueux hôtel particulier. Je me jetai à l'eau. Bonjour, Francis. Bonjour, monsieur. Martin semblait content. Vous l'avez reconnu, Robert? Mais bien sûr. Monsieur Robert a perdu la mémoire, ou du moins une grande partie de sa mémoire, dit Martin à l'adresse de Francis. Je parcourus la chambre à coucher et constatai que les tableaux qui garnissaient les murs étaient des originaux de Pissarro et de Berthe Morisot. Apparemment, mon amnésie n'allait pas jusqu'à m'empêcher de reconnaître une toile de maître. Mon attention fut soudain attirée par une photographie posée sur une commode Louis XV. La femme qui y était représentée avait un regard pénétrant et volontaire. Grand Dieu! J'avais donc une femme? Était-ce elle? Je m'approchai de la photographie et fus extrêmement soulagé d'y lire cette courte dédicace. Tendrement à toi, ta sœur Violette. Je remarquai dans la cheminée les restes à demi carbonisés de ce qui semblait avoir été des cadres et des photographies. Martin cessa de chuchoter à l'oreille de mon valet de chambre et, dans le but d'éprouver ma mémoire, me demanda en désignant du doigt la photo: « Qui est-ce, Robert ?»« Ma sœur, voyons. » Il eut l'air impressionné. « Et Sophie? Savez-vous qui est Sophie? » ?»« C'est votre femme, Robert. » Bon, eh bien, je me sauve maintenant. Comptez sur moi pour m'assurer du bon ordre de vos affaires jusqu'à ce que vous ayez recouvré la mémoire, cher Robert. Martin, où est ma femme? Où est Sophie? Je vous avoue que je n'en sais rien, Robert. Elle est peut-être allée faire des courses. Francis parut sur le point de dire quelque chose, mais se ravisa. Après le départ de Martin, je me mis à explorer la maison plus à fond. Les apparences donnaient à croire que Sophie et moi faisions chambre à part. Je descendis au salon prendre un verre. À 11 heures, la sonnette de la porte d'entrée retentit et ma sœur Violette entra dans la pièce. « Eh bien, Robert, Martin m'apprend que tu as de nouveau perdu la mémoire. »« Pourquoi de nouveau ?» Oh, tu ne te rappelles pas, bien entendu. C'est une vieille histoire. Tu avais 21 ans la dernière fois que ça t'est arrivé. Violette, est-ce qu'il y avait une raison spéciale pour que j'aie perdu la mémoire à ce moment-là? Elle m'examina un moment par-dessus son verre. Le jour de tes 21 ans, mon père t'a donné 500 000 francs. Il voulait voir ce que tu en aurais fait au bout d'1 an. Et alors? Tu as investi le tout dans une société qu'un de tes camarades de classe était en train de fonder. Et j'ai tout perdu, n'est-ce pas? Oui, tu as été complètement refait, mon pauvre Robert. Il n'y avait pas de société. Ton ami a tout simplement filé en Amérique du Sud sans te laisser un sou. Je ne me rappelais absolument pas cet incident.
Tu as mis 6 mois à recouvrer la mémoire à cette époque, Robert. D'après le psychiatre que Père a consulté, alors, s'il y a une chose au monde que tu ne puisses supporter, c'est qu'on se moque de toi. Tu as préféré oublier qui tu étais plutôt que de devoir constater que tu avais été ridiculisé. Où est Sophie ? Me demanda-t-elle. Je ne sais pas. Dis-moi, Violette, comment nous entendons-nous, Sophie et moi ? Mais très bien, Robert, très bien. Quel âge a-t-elle ? 23 ans. Et moi ? 52. Elle t'a épousé pour ton argent, bien évidemment, Robert. Mais il n'y a rien là qui doive t'inquiéter maintenant. Tu l'as toujours su et tu as décidé d'accepter la situation telle qu'elle était. Dis-moi, Violette, est-ce que je l'aime ? Mais bien sûr que non. Sophie n'est pour toi qu'un objet de luxe parmi tant d'autres. Mais tu sembles y tenir. Allez, je me sauve. Au revoir, mon Robert. Après le départ de Violette, Francis vint me trouver. Il semblait effrayé. Est-il vrai que monsieur souffre d'amnésie, qu'il ne peut rien se rappeler ? Est-ce que cela vous regarde, Francis ? Mais oui, monsieur, parce que je voudrais bien toucher les 300 000 francs. Quels 300 000 francs ? Les 300 000 francs que monsieur m'a promis pour ne pas aller trouver la police. Monsieur ne se rappelle pas. La nuit dernière, monsieur a tué madame. Monsieur et madame ont eu une dispute hier soir. Il était environ 10h30. Je ne sais pas à propos de quoi cette dispute a éclaté, mais juste au moment où j'entrais dans la pièce, monsieur a pris un tisonnier et en a asséné un coup sur la tête de madame. La mort a été instantanée, monsieur. Nous avons mis le corps dans la camionnette et nous l'avons emmené dans la campagne. Monsieur, nous avons enterré madame dans un petit bosquet où je suis certain que personne ne la trouvera jamais, monsieur. J'étais consterné. Je me demandais si la cause de mon amnésie était le meurtre que j'avais commis. Mais alors, maintenant que Francis m'avait dit que je l'avais tué, pourquoi la mémoire ne me revenait-elle pas ? Était-ce parce que je ne voulais pas savoir pourquoi j'avais commis ce crime ? Et les 300 000 francs, monsieur ? Vous n'aurez pas un sou. Oh, alors je serais forcé de raconter l'histoire à la police, monsieur. Il était manifeste que je devais en passer par ces exigences, mais pour pouvoir le faire, j'avais un obstacle à surmonter. Je ne peux pas vous donner les 300 000 francs maintenant, Francis. Martin a fait en sorte que je ne puisse toucher un sou de ma fortune avant d'avoir recouvré la mémoire. Dites-moi, Francis, vous travaillez chez moi depuis longtemps ? Oh, oui, monsieur, 20 ans. Dans ce cas, je suppose que vous en savez sur moi et sur mes relations tout autant que moi-même. Enfin, tout autant que j'en savais moi-même. Et c'est fort possible, monsieur. Très bien, Francis. Alors, asseyez-vous. Vous allez me raconter tout ce que vous savez à mon sujet et au sujet de mes amis, de mes ennemis, de mes intérêts, de mes activités. Nous allons faire croire que j'ai recouvré la mémoire. Quand nous en aurons convaincu Martin et les experts, je serai à même de retirer de la banque les 300 000 francs pour vous les donner. Ses yeux brillèrent étrangement. Mes mensonges l'avaient convaincu. Il n'aurait pas été aussi confiant, ce cher Francis, s'il avait pu savoir ce que l'avenir lui réservait. Bien entendu, j'allais être obligé de me débarrasser de lui définitivement, mais pour l'instant, j'avais besoin de lui pour reprendre possession de ma fortune. Au bout d'une semaine de collaboration avec Francis, je me sentis assez sûr de moi pour déclarer tout de go à Martin que j'avais complètement recouvré la mémoire. Martin avait mis un tel soin à protéger ma fortune de mes éventuelles extravagances qu'il me fallut comparaître devant un comité de médecins désigné par le tribunal pour me soumettre à plus de 130 questions destinées à prouver que mon passé m'était redevenu familier. Après cet examen, 3 jours s'écoulèrent encore avant que fût démêlé l'écheveau administratif et que je reprisse possession de ma fortune.
Quand Martin me téléphona l'heureuse nouvelle, je fis venir Francis. « Eh bien, Francis, comment aimeriez-vous toucher votre argent? En espèces, je suppose. » Ses yeux brillèrent de convoitise. « En espèces, oui, monsieur. En petite coupure, s'il vous plaît. » « Très bien, Francis. Dans un moment, je vais aller à la banque. » J'allai au buffet et pris le verre que j'avais préparé pour Francis. Il contenait déjà la poudre blanche. J'y ajoutais du whisky et du soda, un peu plus sucré pour faire passer le goût amer. Puis j'apportais son verre et le mien. « Buvons à notre succès, Francis. »« Non, je ne bois pas, monsieur. » « Allons donc, Francis. Je viens de récupérer ma fortune et vous êtes sur le point de récupérer 300 000 francs. Ça s'ose. Allez, asseyez-vous, mon bon. » Il prit son verre, goûtant bien évidemment le plaisir d'être assis en présence de son maître. Je soutins la conversation pendant une dizaine de minutes avant qu'il commençât à dodeliner de la tête. Il lui fallut encore 10 autres minutes pour être tout à fait mort. Non sans difficulté, je réussis à soulever Francis et à le charger sur mon épaule pour l'emporter jusqu'au garage. Je déposai le corps dans la camionnette et le couvris d'une bâche. J'ajoutai au chargement une pelle et une pioche, puis je retirai mon complet et enfilai à la place une salopette graisseuse que je trouvais accrochée à une patère dans le garage. Je pris le périphérique en direction du nord et je sortis à Senlis. Le trafic était peu intense et je traversais plusieurs petites bourgades sans pouvoir me décider à tourner dans l'un des chemins de traverse. Aucun d'eux ne semblait offrir la solitude désirée et je décidai de pousser jusqu'à Pontarmé. Juste à la sortie de ce village, il y avait un embouteillage et je dus m'arrêter. 6 ou 7 automobiles étaient à l'arrêt devant moi et une voiture de police était rangée sur le bas-côté de la route. J'eus un mouvement de panique avant de comprendre qu'il ne s'agissait que d'un contrôle normal de sécurité. Le gendarme allait simplement s'assurer que mon avertisseur, mes phares et mes feux arrière étaient en bon état de fonctionnement. Le gendarme s'approcha de ma voiture. « Vos papiers, s'il vous plaît, monsieur. Permis de conduire, carte grise, vignette, assurance. » Mes papiers. Mon Dieu, mes papiers se trouvaient dans le portefeuille que j'avais jeté du haut du pont de Neuilly. Je fis semblant de fouiller mes poches, puis, avec un sourire confus, je dis « Ah, j'ai dû les oublier à la maison, monsieur le gendarme. Si vous voulez appeler mon homme d'affaires, il pourra vous donner mon identité. Nous nous connaissons depuis 20 ans. Son nom est Martin. » Le gendarme fut sans doute impressionné par le terme « homme d'affaires ». Il réfléchit un moment. « Très bien, monsieur, on peut essayer. Quel est son numéro de téléphone ?» Mon Dieu, son numéro de téléphone. Je ne le connaissais pas. J'étais couvert de sueur. Oh, je n'arrive pas à me le rappeler, monsieur le gendarme, mais vous le trouverez dans l'annuaire. Descendez, monsieur, et suivez-moi. Les 3 hommes qui se trouvaient dans la pièce avec moi étaient des inspecteurs de police en civil. Et celui qui avait l'air d'être le chef commença un interminable interrogatoire. « Pourquoi l'avez-vous tué, monsieur ?»« Je ne dirai rien tant que je n'aurai pas vu mon avocat. Faites venir monsieur Martin. »« Mais vous ne connaissez ni son téléphone, ni son adresse, ni même son prénom. Et il y a 200 Martin dans l'annuaire, monsieur. » Vous admettez pouvoir identifier le cadavre qui se trouve dans votre camionnette? Oui, c'était mon valet de chambre. Quel est son nom de famille? Mais je n'en sais rien, moi. Je ne l'ai jamais appelé autrement que Francis. Monsieur, pouvez-vous dire pourquoi nous avons trouvé une lettre qui vous est adressée dans l'une des poches de ce Francis? Une lettre? Quelle lettre? L'inspecteur sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur le bureau. L'ayant regardée, je fus pris d'un tremblement. Je me souvenais de tout. Absolument de tout. Contrairement
contrairement à ce qu'avait voulu me faire croire Francis, je n'avais pas tué Sophie. Elle était en vie et retrouverait bientôt son amant. Je n'avais pas besoin de lire cette lettre. Chacun des mots qu'elle contenait me revenait à la mémoire comme autant de coups de poignard. Cher Robert, je t'ai épousé pour ton argent et tu m'as épousé parce que j'étais quelqu'un d'agréable à avoir en sa possession. Quand nous avons conclu notre accord, je ne pouvais prévoir que je serais amené un jour à le rompre. À la longue, je me suis lassé d'avoir seulement de l'argent et j'ai découvert, à ma propre surprise, que j'avais besoin d'amour. Tu te rappelles Roger Ferris? Je crois que vous fréquentez le même club de golf. Certes, il ne possède pas ta fortune, mais je suis sûr que ce qu'il a nous suffira pour vivre heureux. Je vais m'installer sur la côte d'Azur et, bien entendu, il ne sera pas question d'arrangement financier entre nous. Tout ce que je désire, c'est ma liberté. Je n'ai parlé de cela à personne. Je te laisse le soin de fournir à tes amis les explications voulues. Quoi que tu dises, je ne le démentirai pas. Adieu, Sophie. Roger Ferris. Roger Ferris, ce type insipide. Je me souvenais maintenant. J'avais lu cette lettre chez moi et pris d'une fureur noire, j'avais parcouru chaque pièce de la maison en déchirant toutes les photos de Sophie. Je les avais jetées au feu et je les avais regardées brûler. Qu'allais-je dire à mes amis? Ils se rappelleraient que j'avais souvent joué au golf avec Ferris, sans avoir le moindre soupçon. Ils chuchoteraient, ils feraient des cancans, ils me montreraient du doigt, ils se moqueraient de moi. Je ne pouvais pas supporter d'être tourné en ridicule. Oui, je me rappelais à présent. J'avais quitté la maison et marché jusqu'au pont de Neuilly. L'eau était sombre et semblait glacée. Elle me repoussait et m'attirait tout à la fois. J'avais fermé les yeux. Que pouvais-je faire? Sinon sauter. C'est alors que l'agent de police m'avait tapé sur l'épaule et que j'avais ouvert les yeux sur un monde qui m'était devenu totalement étranger. Puis Francis, mon valet, était entré en action. Il avait trouvé la lettre et avait profité de mon amnésie pour me faire chanter pour un crime que je n'avais pas commis. C'en était trop, vraiment trop. Être ridiculisé par sa femme et par un domestique. Je fermai les yeux un long moment. Et quand je les rouvris, il y avait 3 hommes dans la pièce. L'un d'eux me dit: « J'ai téléphoné à une douzaine de Martin et je crois que j'ai enfin trouvé le bon. Il sera ici dans quelques minutes. » Martin? Qui était ce Martin? Et moi, qu'est-ce que je faisais ici? Je regardais ces 3 hommes que je n'avais jamais vus de ma vie et je fus certain d'une chose. Je n'allais pas m'en laisser compter par eux. Je ne croirais rien de ce qu'ils me diraient, rien du tout, absolument rien, jamais, jamais, jamais. J'étais amnésique.